Nous avons vu que le tableau périodique comporte tous les éléments qui existent. On peut regrouper les éléments de différentes façons. Donc, on a vu par exemple qu'on peut les regrouper en catégories. Les catégories, ce sont les métaux, les non-métaux et les métalloïdes. Alors, ce qui est à gauche de la ligne en escalier, ce sont les métaux. Ce qui est à droite de la ligne en escalier, ce sont les non-métaux. Et puis, sur la ligne, certains des éléments sont des métalloïdes. Un métal, c'est un élément qui est brillant, qui est conducteur thermique, qui est conducteur électrique. Il est malléable et ductile. Plusieurs des éléments métalliques réagissent aussi à l'acide. Les non-métaux, bien, n'ont pas ces caractéristiques, alors que les métalloïdes, eux, bien, ils ont certaines des caractéristiques, mais pas toutes. Une autre façon de regrouper les éléments, c'est selon leur famille. Alors, quand on parle de famille, on parle d'une colonne dans le tableau périodique. La caractéristique principale des familles ou des éléments d'une même famille, c'est qu'elles ont des propriétés chimiques semblables. Quand on regarde cette colonne, par exemple, on a le lithium, le sodium, le potassium. Alors, ce sont des éléments qui appartiennent à la même famille, la famille 1A. L'hydrogène est dans la colonne de la famille 1A, mais l'hydrogène est un petit peu particulier. C'est un élément qui appartient pas vraiment à aucune famille. On le place là à cause de la quantité d'électrons qu'il a. Je vais y revenir dans quelques instants. Alors, quand on regarde les familles, celles qu'on va considérer, nous, ce sont les familles 1A, 2A. Si vous regardez à droite de votre tableau périodique, vous avez les familles 3A, 4A jusqu'à 8A. Les familles 3B, 4B et ainsi de suite, on n'en tient pas compte. Il y a une raison pour ça, c'est parce que c'est vraiment des niveaux d'énergie quand on parle de famille. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on étudie en secondaire 4 présentement. Donc, l'importance de la lettre 1A, c'est que ça indique le nombre d'électrons de valence qu'il y a pour chaque élément d'une même famille. Alors, on peut se poser la question, c'est quoi les électrons de valence? Fait qu'un électron de valence, c'est un électron qui est situé dans la dernière couche électronique d'un atome. Okay? Le nombre d'électrons de valence va nous donner une indication de la réactivité chimique d'un élément. Donc, les atomes deviennent stables quand leur couche externe, donc leur couche de valence, est remplie. Ils remplissent en échangeant ou en partageant des électrons avec d'autres atomes. D'accord? C'est pour ça que les réactions chimiques puissent avoir lieu. C'est pour ça que toutes les substances différents composés puissent se former. C'est à cause de l'échange ou de partage d'électrons. Donc, c'est très, très important de comprendre ça. Si je regarde l'élément qu'il y a ici, eh bien, cet élément-ci a un électron de valence. Alors, ça, ce serait l'élément potassium. L'élément potassium a un noyau positif de 19 protons, et puis il y a 19 électrons, dont le dernier qui est à la couche externe, donc la couche de valence. L'atome, est naturellement neutre, c'est-à-dire qu'il y a autant de protons qu'il y a d'électrons. S'il y a 19 protons, il va aussi avoir 19 électrons. Alors, on va regarder quelques familles importantes. Pourquoi? Parce que c'est des familles qui nous permettent de bien comprendre le lien chimique entre les différents éléments à cause de leur électron de valence. Donc, les quatre familles, ce sont les alcalins, les alcalino-terreux, les halogènes et puis les gaz nobles. Alors, dans la première colonne, sauf l'hydrogène, comme j'ai dit avant, on a les alcalins. La deuxième colonne, la famille 2A, les alcalino-terreux. On voit ici la famille 7A, les halogènes. Et puis, la dernière colonne 8A, les gaz nobles ou parfois appelés les gaz rares. Donc, la famille 1A, ce sont tous des métaux très mous, très réactifs. On ne peut pas les laisser exposer à l'air et à l'eau parce qu'ils vont réagir avec n'importe quel autre élément qui sont présents. Donc, c'est pour ça qu'on les retrouve toujours sous forme de composés. Souvenez-vous, un composé, c'est une molécule qui est constituée de deux différents types d'éléments. Puis, bien sûr, ils ont chacun un électron de valence, d'où le 1A ici. Donc, quand on voit le 1, automatiquement, on se souvient que cet élément-là a un électron de valence.
s'il appartient à cette famille. Alors, on peut regarder par exemple le lithium, le sodium, le potassium. Donc, ils n'ont pas le même nombre de protons. Bien sûr, ils n'ont pas le même nombre d'électrons, mais ils ont tous chacun un électron de valence puisqu'ils appartiennent à la famille des alcalins. Okay? Le lithium, par exemple, ou ici on aurait un morceau de potassium. Bien sûr, ce morceau de potassium-là ne serait pas exposé à l'air très très longtemps parce qu'il réagirait très rapidement. Par exemple, si on le met dans l'eau, ça va créer une petite détonation. La deuxième famille, les alcalino-terreux, donc famille 2A, donc ils sont très malléables et réactifs. Ils brûlent facilement. On peut les retrouver, on peut les laisser à l'air libre pendant un certain temps. Ils vont s'oxyder assez rapidement, mais après un certain temps, ils vont finir par réagir avec les autres éléments. Donc, encore là, on les retrouve en composés dans la nature. Pensez par exemple à du magnésium. Alors, le magnésium, c'est un métal qui est très malléable, mais il est aussi très résilient. On va l'utiliser dans des boîtiers de caméras de haute qualité parce que c'est un métal qui est aussi très, très léger. On pourrait aussi penser à l'aluminium, même chose, donc des petits, un métal qui brûle facilement, c'est-à-dire que si on l'allume, il va dégager une flamme très, très vive, il va réagir avec l'oxygène. Ensuite, on passe aux halogènes, famille 7A. Donc, ils sont très réactifs, ils sont toujours trouvés sous forme de composés ou d'ions. Je vais revenir aux ions plus loin dans le chapitre. On va comprendre exactement de quoi il s'agit quand on parle d'ions. Essentiellement, ce sont des atomes qui sont chargés positivement ou négativement, mais ça, on y revient. Les halogènes sont poisons. Ce sont des non-métaux. On les retrouve sous forme de gaz. Par exemple, ici, on a du chlore. Bien sûr, quand on parle de chlore, par exemple, si on dit que je mets du chlore dans ma piscine, ce n'est pas du chlore, c'est un composé qui contient du chlore. Alors, à ce moment-là, dans la piscine, dans l'eau, il y aurait des ions de chlore. Mais le fluor lui-même, ou le chlore lui-même plutôt, c'est vraiment un gaz si on l'a à l'état pur. Ensuite, on a les gaz nobles. Les gaz nobles ont 8 électrons de valence. Alors, ils sont très, très stables parce que leur couche de valence, leur couche électronique externe, est pleine. C'est-à-dire que la couche électronique peut contenir jusqu'à 8 électrons. Et puis, ces substances-là ont déjà 8 électrons de valence. Donc, ils ne cherchent pas à se débarrasser d'électrons ou à gagner des électrons. Ça les rend très, très stables. Ils ne vont pas réagir avec d'autres substances. Donc, puisqu'ils ne réagissent pas avec d'autres substances, on les retrouve toujours tels quels dans la nature. Pensez par exemple à de l'hélium quand on fait des ballons. On l'extrait de l'air ambiant en le faisant refroidir. On peut penser à de l'argon aussi, qui est un gaz qu'on utilise dans ce qu'on appelle les tubes au néon, mais c'est vraiment de l'argon qu'on fait chauffer à haute température en faisant passer un courant électrique, puis ça émet de la lumière. On va aussi utiliser l'argon dans la soudure électrique. Quand on fait de la soudure à l'aluminium, si on fait chauffer l'aluminium pour le faire fondre en faisant passer un courant électrique, ça va réagir avec l'oxygène dans l'air, puis ça va faire de l'oxyde d'aluminium, ça ne fera pas une soudure qui est viable, disons. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un jet d'argon autour de l'électrode d'aluminium, ce qui permet d'éloigner l'oxygène. Puis là, l'aluminium fond, puis ça fait une soudure qui est adéquate. On va aussi retrouver un gaz qui s'appelle le radon. C'est un gaz noble qui est plus lourd que l'air et qui va souvent s'accumuler dans les sous-sols. Alors, le problème avec le radon, ce n'est pas qu'il est réactif chimiquement, mais c'est un gaz qui est radioactif. Il libère des particules et ces particules-là, s'ils sont absorbées par le système respiratoire, peuvent causer le cancer. On peut installer un détecteur de radon dans le sous-sol pour voir s'il y a risque ou non. Donc, je vais vous demander de compléter ce qui est écrit à l'écran ici et on va poursuivre un petit peu plus tard.